Alors, chers invités, outre le cas de Madame Yen Vivé, nos chers internautes nous ont remonté bon nombre de leurs préoccupations relatives à notre thématique de ce jour, dont ils espèrent avoir des réponses dans ce débat. Alors, l'une d'entre elles est celle du remboursement anticipé et de la clause d'exigibilité. Alors, dans l'hypothèse émettre où après avoir contracté un prêt à la consommation sur une durée de 3 ans auprès d'une institution bancaire, l'emprunteur décide de solder le prêt au bout d'une année. Est-ce que son banquier a le droit de lui prélever les intérêts ultérieurs sur les échéances? Alors, dans le cas d'espèces de remboursement anticipé, il faut d'abord, c'est quoi un remboursement anticipé? Lorsque l'emprunteur, le consommateur, a pris un prêt et souhaite payer soit partiellement, soit totalement le crédit avant les termes initialement prévus. Voilà. Donc, pour revenir, c'est un droit, il faut savoir que c'est un droit qui est reconnu au consommateur. Le banquier n'a pas le droit de s'y opposer à cela. Voilà. Donc, voilà, concernant les intérêts. Alors, les intérêts, c'est quoi? C'est les intérêts perçus, qui doivent en fait s'étaler tout au long en fait de l'échéance. Lorsque la personne procède par paiement, par anticipation, ces intérêts-là qui devaient être prévus pour être perçus à chacune des échéances-là, la loi prévoit dans ce cas-là que ils sont annulés. Donc, en principe, les banques n'ont pas le droit, par la suite, lorsque le paiement est fait de manière soit totale, prélever une fois de plus encore ces intérêts-là. Ils n'ont pas le droit. Alors, en d'autres termes, maître, si je comprends ce que Mademoiselle Tompieux nous dit, c'est que lorsqu'il y a paiement anticipé, il ne doit pas avoir de prélèvement d'intérêt ultérieur. Alors, moi, ma position est légèrement nuancée, mais Edwige connaît probablement mieux la question que moi, parce que je ne l'ai pas regardée à l'aune de la réglementation en Côte d'Ivoire. Mais ce que je sais, dans des législations similaires à la nôtre, notamment en France, la chose est la suivante. Le remboursement anticipé, comme l'a dit, est absolument un droit que le banquier ne peut pas vous refuser. Donc, il est prévu dans votre contrat. Ou en tout cas, vous devez faire de telle sorte qu'il soit prévu dans votre contrat, la possibilité du remboursement anticipé. De toute façon, dans les contrats types que les banques proposent, la clause est prévue. Mais les banques n'aiment pas les remboursements anticipés. Exactement. Parce qu'il faut savoir que leur activité, c'est de faire du commerce de l'argent. Eux, ils vendent de l'argent. Et donc, quand ils vous vendent de l'argent, c'est sur le temps qu'ils se rémunèrent. Si vous ont vendu de l'argent en disant que vous allez payer pendant 10 ans des intérêts, et que vous, finalement, au bout de 2 ans, vous remboursez avant, mais ils vont perdre 8 années d'intérêt. Et donc, pour ne pas perdre ces 8 années d'intérêt, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous mettent des pénalités de remboursement anticipé qui équivalent ces 8 années d'intérêt qu'elles ne peuvent pas percevoir. De telle sorte que vous n'avez pas tout à fait le choix, parce que si vous faites votre remboursement anticipé, vous payez le même montant. Si vous ne le faites pas, vous payez toujours le même montant. Donc, de fait des remboursements anticipés, vous n'en avez plus de possibilité. Voilà. En France, la chose est quand même relativement libre. C'est l'accord des parties. C'est le contrat qu'il faut regarder. Il faut prévoir de telle sorte que, en cas de remboursement anticipé, qu'il n'y ait pas de pénalité de remboursement anticipé. Tout simplement, parce que c'est le bon sens. Bon, à la lumière de ce qu'elle dit, il me semble que le consommateur est mieux protégé en Côte d'Ivoire ici, où on interdit aux banques de pouvoir pratiquer ces pénalités. Et je voulais également ajouter une autre nuance. Toutefois, le législateur a également prévu que la banque peut refuser, mais seulement lorsque le montant est inférieur ou égal au 10e du montant initialement prévu, à moins que ça soit le solde. Donc, soit si c'est pour solder, si c'est un petit bout qui reste à payer, voilà, dans ce cas d'espèce-là, oui. Mais sinon, c'est pas possible. C'est une information complémentaire très intéressante. Bon, attendez, nous, on essaie de vous simplifier le droit, de vous amener le droit, mais le droit n'est jamais simple. Voilà, donc ces conseils-là, disclaimer, ces conseils que nous vous donnons là, ne sont pas des conseils professionnels adaptés à votre cas.
D'accord? Si vous avez des préoccupations bien particulières, vous pouvez saisir tout cabinet d'avocats compétent sur la place pour vous faire un avis, une consultation bien exacte. Alors, que dit donc la loi sur la consommation sur la clause d'exigibilité? Bon, je veux bien répondre à cette question-là parce que ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que on va prendre la même hypothèse. Vous avez un contrat de 3 ans. Vous devez payer vos échéances pendant ces 3 années. Et puis, bon, au bout de la première année, vous avez payé sans difficulté, mais après, il y a des difficultés familiales et vous n'arrivez pas à payer. Sauf que vous, dans votre entendement, vous avez 3 ans pour payer le crédit que vous devez à la banque. Vous n'avez pas non plus le contrat parce qu'en général, on vous donne juste le tableau d'amortissement pour savoir les échéances que vous devez payer, mais vous n'avez pas le contrat. Donc vous ne savez pas qu'en réalité, lorsque vous ne payez pas, la banque a la possibilité, lorsque vous ne payez pas vos échéances, de pouvoir vous demander de payer la totalité des sommes restant dues. Il n'y a pas de délai parce qu'en général, dans les contrats types de la banque, c'est lorsque vous n'avez pas payé une échéance que la banque demande, que vous payez la totalité de ce que vous lui devez. Alors que vous, dans votre entendement, non, mais j'ai 3 ans. Non, vous n'avez pas 3 années parce que la clause existe. Mais vous ne la savez pas parce que vous n'avez pas le contrat. Donc, c'est pour ça qu'une fois encore, on veut insister pour que la banque remette une copie des documents que l'on signe. Ce sont 2 exemplaires. Donc, il y a l'exemplaire de la banque et normalement, il y a l'exemplaire de celui qui signe. On peut avoir une copie pour avoir toutes ces informations-là. Bon, dans le droit de la consommation, on dit non, c'est à partir de la 3e échéance que la banque a le droit de réclamer la totalité. Et ça, c'est l'article 174 qui en parle. Ah, ça, c'est quelque chose de très intéressant, ça, Sandrine, que tu viens de soulever là. Donc, chers internautes, si dans vos contrats de prêt à la consommation, la banque vous met une clause d'exigibilité anticipée et que vous avez loupé une échéance et qu'elle a commencé déjà à vous exécuter ou à vous réclamer la totalité, ben voilà, Sandrine vous donne un tuyau. Elle ne peut pas, au bout des 3 mois, Voilà. la troisième échéance. Voilà, c'est un point important. Et je voudrais revenir un peu sur une chose très importante que tu as dite là. C'est la question de la copie du contrat. Je veux insister dessus. Je veux me faire lourd là-dessus. Les banques, respecter la loi. C'est des prêts à la consommation. D'accord? Donner la possibilité aux emprunteurs de lire leurs contrats. Donnez-leur les 2 exemplaires prévus par la loi, qu'ils aient cette offre, qu'ils lisent leur contrat, qu'ils aient les 15 jours pour vous revenir pour valider votre offre. Et une fois qu'ils ont validé votre offre, donnez-leur copie du contrat qu'ils ont signé. Je vous en prie. Consommateurs, emprunteurs, il est de votre responsabilité également de faire respecter cette obligation. Dites désormais à vos banquiers, je ne vais pas signer ça maintenant. La loi dit que j'ai 15 jours et que vous devez me maintenir mon offre. Donc, je vais aller regarder ça à la maison avec ma femme ou avec mon mari et puis je vais revenir avant les 15 jours. Et quand vous revenez avant les 15 jours, vous avez signé, demandez votre copie. Parce qu'un droit, il doit se faire respecter. Si le droit n'est pas réclamé par les personnes qui en sont titulaires, il n'existe pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre nos nations et des nations, on va dire, occidentales? Qu'est-ce qui fait la différence? Si je prends le cas des États-Unis où je suis avocat admis, au barreau de New York, ben, c'est le citoyen qui réclame son droit. De telle sorte que personne ne peut violer son droit. Quand il réclame son droit et que vous le violez, il crie au secours, il est en train de violer mon droit, venez m'aider. Et tout le monde dit, mais tu n'as pas honte de violer son droit? C'est ça que nous devons faire. Nous n'allons pas avoir de justice en restant là, à vous dire, ah, ils ont violé mon droit, comment je vais faire? Nous devons réclamer nos droits. Pas violemment, de façon courtoise, mais ferme. La loi est là, elle est sur Internet. Vous prenez, vous montrez à votre banquier. S'il dit, il ne vous finance pas, ça, c'est un moyen même pour vous de pouvoir, comme on dit à Abidjan, excuse-moi l'expression, de mettre son cuit dehors. Vous mettez ça sur YouTube ou sur Facebook, on dit telle banque a refusé de faire un prêt parce qu'on lui a dit de respecter la loi, il a refusé. Bon, je ne vais pas trop taper sur les banques parce que mon travail est un peu pour eux encore. Parfait, maître. Merci pour cette belle intervention. Alors, mademoiselle Tompieu, dites-nous donc, y a-t-il des sanctions prévues par le droit de la consommation
en cas de non-conformité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation ou de non-respect des obligations d'un prêteur, toujours regarder la notion de la consommation. Bien sûr, bien sûr. Naturellement, la loi a prévu des sanctions que vous pouvez trouver à l'article 176 de la loi sur la consommation. Alors, la loi, en fait, prévoit que dans l'hypothèse où les banquiers n'auraient pas respecté les obligations qui sont contenues dans la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les obligations qui sont contenues dans la loi, lorsqu'ils ne respectent pas cela, ils sont déchus de leurs droits aux intérêts. Là, c'est important que vous deviez savoir cela. Voilà. C'est très, très important. Ils sont déchus de leurs droits. Également, Aux intérêts. Aux intérêts. Voilà. Donc, la banque ne peut plus vous réclamer les intérêts. Donc, ça, c'est un droit encore que vous pouvez revendiquer si vous êtes dans la situation. Et encore, au niveau de l'offre, voilà, le délai de 15 jours. Voilà. La loi, en fait, dit également que, en plus de l'offre qu'ils sont censés remettre aux consommateurs, ils sont censés remettre également un formulaire de rétractation. Voilà. Excellent. Voilà. Et lorsque les banques ne le feraient pas, dans cette hypothèse-là encore, mais il y a une pénalité, voilà, qui leur est encourue. Mais cette fois-ci, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est que la pénalité, en fait, est au profit de l'organisme de protection des consommateurs. Profit consommateurs. Après, bon, on se demande, ils sont où? Il faut les chercher pour qu'ils viennent, en fait. Ben, c'est vrai, moi, je me sens lésée sur un cas, là, en espèces. Je veux, en fait, pouvoir recouvrir, en fait, le montant que j'ai eu à payer. Mais on me dit que la pénalité sera au profit de l'organisme de protection des consommateurs. Je pense qu'il faut Le président des consommateurs ne sera pas content d'entendre ça. C'est pas peut-être qu'on reverse par derrière, peut-être aux consommateurs lésés. Ça, il faut voir. Non, il y a une réflexion sur le sujet. Mais on va dire que c'est une loi qui a ses imperfections. J'ai parlé de certaines de ces imperfections. Celle-là en est une. Et j'espère que nous allons la faire vivre, cette loi. Quand je dis nous, je parle de nous les citoyens, je parle de nous les consommateurs, je parle de nous les avocats, les magistrats, les juges, les notaires. Nous allons faire vivre cette loi pour la rendre encore plus parfaite. Naturellement, en réclamant encore une fois vos droits. Et puis pour les autres en face, en respectant aussi les droits des autres. Bien noté, maître. Mademoiselle Campi, merci pour cette intervention. Alors, mes camarades, cette question vous est adressée par nos chers internautes. Alors, il s'agit de la question relative au montant des échéances. Alors, je donne un exemple. Sur mon tableau d'amortissement, il est dit qu'en fin janvier, je suis censé payer 65 000 francs. Alors, je me rends compte que mon compte a été débité de 70 000 francs au lieu des 65 000 francs. Est-ce normal? Oui, les banques. Et que dit surtout la loi? Oui. Moi, je dis, une des choses qu'on a appris quand on est arrivé en première année de fac de droit, parce que nous sommes allés à la fac de droit par passion de justice, soif de justice. Et une des premières choses qu'on nous a dites là-bas, ibi societas, ibi cus. Là où il y a des hommes, il y a la loi, il y a la justice. Pourquoi? Parce que la loi et la justice, c'est du bon sens d'abord. C'est de la bonne foi. Est-ce que vous trouvez normal que vous conveniez de quelque chose avec quelqu'un et puis il va aller faire le contraire, en plus en se servant dans votre poche? C'est ça qui se passe là. Parce que il faut bien comprendre, vous confiez votre argent à la banque. Elle a un mandat de gestion de votre argent. Ce n'est pas son argent. Et parce que vous avez un contrat avec elle et que vous lui devez un certain montant, elle va se servir dans votre argent sans vous demander votre permission. Et elle se sert au-delà de ce que vous lui devez. Ce n'est pas acceptable. Messieurs et mesdames les banquiers, ce n'est pas acceptable. Il faut que vous arrêtez ça. Vous avez un tableau d'amortissement qui est votre engagement envers votre client. Mais vous l'appliquez. Donc, Linda, ce n'est pas normal. Mais tu me donnes l'occasion de parler d'autre chose qui est quand même liée à ça. Oui, j'aimerais que les banques aient un peu peur. J'aimerais qu'elles changent. J'aimerais qu'elles se disent, cet avocat-là a commencé à beaucoup parler de nous.
Il est capable de prendre des dossiers gratuitement, des class action, prendre 200, 300 consommateurs dont les droits ont été violés comme ça pour taper une banque, pour lui donner une leçon. Et j'espère que cette peur-là va les arrêter. Parce que si elle n'arrête pas, je pense que j'ai encore un peu de temps. Je peux consacrer ça à ces gens-là. Hein, Sandrine, on peut s'amuser comme ça. On peut faire. Voilà. Donc, les banques, entendez, hein, c'est un avertissement. Il y a la question du taux d'intérêt, du crédit. On ne fait pas attention. Mais le taux d'intérêt du crédit est plafonné par la loi. La loi prévoit ce qu'on appelle le taux effectif global. Qu'est-ce que c'est? Le taux effectif global est un montant plancher que la loi dit que la banque ne peut pas dépasser quant au taux du crédit qu'elle vous accorde. Ce montant plancher est déterminé de la façon suivante. Vous avez le taux d'intérêt que vous avez convenu à la banque. Comme elles ne sont pas gentilles, nos banques ici, pour les consommateurs, elles appliquent des taux de 10%. Pourtant, elles auraient pu faire des prêts peut-être à 5%. Mais bon, elles doivent faire de l'argent aussi pour payer leurs avocats. Donc, ce n'est pas grave. Donc, elles appliquent un taux de 10%. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt du prêt. À côté du taux d'intérêt du prêt, il y a tous les frais qui sont afférents au prêt. Donc, souvent des honoraires d'avocats, disons les choses. Ou alors, l'inscription de la garantie. Voilà, bon, ils ont créé des assurances maintenant. Pourtant, bon. Voilà. Donc, tout ça, la loi dit, tout ça qu'on ajoute, ça ne doit pas pouvoir dépasser le taux effectif global. Et ce taux effectif global-là, s'il est dépassé, on se retrouve dans une situation où on peut qualifier la banque d'avoir pratiqué un taux usuraire. Or, l'usure est pénale. L'usure est une infraction. C'est ce que font nos amis les margouillards. Ouais. Hein, en Côte d'Ivoire, on s'entend hein, quand on dit margouillard, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Eux, ils pratiquent l'usure. Ils vous prêtent 100 000 francs et puis vous remboursez, je ne sais pas, 200 000 francs, 300 000 francs, c'est de l'usure. Voilà. Et donc, si la banque dépasse le taux effectif global, selon la loi, elle est dans l'usure, donc c'est une infraction. Et si c'est une infraction, le directeur général de la banque, là, on peut l'envoyer à la police économique. Ah ben oui. Et si la police économique fait son enquête et qu'il s'est confirmé que c'est l'usure et qu'il était au courant et qu'il a signé, il peut se retrouver devant le juge et après à la MACA. Personne n'est au-dessus de la loi. Hein. Arrêtons de croire qu'on est au-dessus de la loi. Nous sommes tous serviteurs de la loi. Donc, j'aimerais que les internautes, les consommateurs aient ça à l'esprit. Quand ils signent un prêt avec la banque, le taux d'intérêt, ils doivent l'avoir. Mais après, tous les petits frais qu'ils ont payés, ils les additionnent. S'ils les additionnent, que ça dépasse un certain taux, je crois que pour les banques, c'est 15%. D'accord? Si ça dépasse 15%, ils sont dans l'usure et même ce prêt-là. 15% du prêt, c'est ça? 15% du prêt. Hein, le montant de ce que la banque peut prélever en réalité en termes d'intérêt. Et pour les microfinances, c'est 25%. Voilà. Alors, vous voyez que les microfinances, nous les pauvres, on aime aller chez les microfinances. Parce que c'est pour les pauvres. Mais ça coûte plus cher en fait. Ça coûte plus cher. C'est 25%. Je ne vais pas faire de mauvaise publicité à nos amis des microfinances, mais l'information doit être donnée, que les gens le sachent. Voilà, parce que je vois nos sœurs du marché au bureau et tout, elles vont prendre l'argent à microfinance. Je ne vais pas dire de microfinance, microfinance. Et puis, tu vois, elle fait les routes, elle va dans les campagnes, elle achète bananes et tout, elle souffre et puis elle vient vendre. Mais elle ne gagne pas d'argent. Pourtant, elle se disait, bon, comme je paye, je rembourse 100 francs seulement par jour, c'est pas grave. Mais elle ne gagnera rien parce que 100 francs, la banque a déjà fait ses calculs. Hein. Ouais. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement à la fin de ce style catholique. Certes, nous avons ressorti quelques imperfections de nos établissements bancaires. Dites-nous également dans quel cas est-ce que ces derniers peuvent engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'emprunteur. C'est clair que si vous ne payez pas la banque, si vous ne payez pas la banque, ne va pas vous regarder. Hein. Elle a besoin de recouvrer son argent. Absolument. Donc, si vous ne payez pas, c'est clair que vous allez vous retrouver avec des mesures d'exécution forcée, en général, ce qu'on appelle des saisies. On va vous saisir, vous avez saisi votre voiture, vous pouvez rembourser ce que vous n'avez pas payé. Donc, la banque ne va pas vous regarder. C'est pour ça qu'il est important, vous aussi, quand vous avez des droits, de pouvoir les manifester. Parce que si vous vous taisez en face, eux, ils vont réclamer leur dû.
ils ne vont pas vous regarder circuler avec leur argent, on peut dire, dans la ville. Ils vont vous dire, madame, vous nous devez de l'argent, quand vous ne payez pas, on se retrouve devant le tribunal de commerce ou le tribunal de première instance parce que vous nous devez de l'argent. Donc, c'est clair qu'ils vont faire des mesures d'exécution forcée. Madame Yen vivait dans son cas, elle va être exécutée. Elle va être exécutée. Mais comme elle a saisi CLK, nous allons soigner ses intérêts, notamment avec la commission de surendettement, nous allons suspendre les mesures d'exécution. Et nous allons même chercher à faire annuler cette convention-là, parce que c'est une convention absolument léonine. Sans oublier que c'est son employeur en plus. C'est son employeur et il veut se servir dans sa poche. Alors que, et ça c'est bien pour nos internautes, lorsque vous avez un prêt de votre employeur, vous devez savoir que ce prêt-là, vous le rembourserez selon la convention que vous avez avec votre employeur. D'accord? Naturellement, dans la côté CCIP, c'est un prêt gratuit normalement. L'employeur ne le facture pas. Ça se fait comme ça dans les entreprises. Maintenant, imaginons que vous n'arrivez pas à rembourser le prêt comme le cas de Mme Bienvivé. Dans ce cas-là, certains employeurs sont tentés d'aller se servir directement dans votre salaire. Et c'est ce que cet employeur veut faire à Mme Bienvivé, Wari Fache. Mais il n'a pas le droit. Selon les règles du droit du travail, dont je ne suis pas un gros spécialiste, mais moi, bon, avocat d'affaires, je sais ça, vous devez obtenir nécessairement une autorisation du tribunal du travail pour pouvoir saisir le salaire de Mme Bienvivé, en tout cas une partie du salaire, quand bien même il passerait entre vos mains. Donc, faites attention à ce point-là. Si vous avez votre employeur à qui vous devez et que vous êtes dans des difficultés pour payer et qu'il veut faire autrement que ce qui est convenu, parlez-lui gentiment. Voilà. Mais bon, après, payez aussi vos dettes, quoi. Voilà. Respectez ses engagements aussi, c'est un devoir citoyen. Voilà. Alors, merci, Maître Camara. Merci, mesdames. Merci d'avoir participé à cette émission, à ce débat, d'avoir surtout éclairé la lanterne de nos chers internautes. Alors, chers banquiers, j'espère que vous avez pris note de tout ce qui a été dit ici. En particulier, nous vous prions de donner copie du contrat à nos chers consommateurs. Nous vous en prions vraiment pour ne pas vous voir vous faire taper dessus par Maître Camara très bien. Ah oui. Donnez copie du contrat et laissez-leur le temps de la réflexion. Et comme Edwige l'a souligné, lorsque vous donnez l'offre de contrat, donc en 2 exemplaires comme la loi le demande, il faut ajouter le formulaire de rétractation. Voilà. Le formulaire de rétractation. Et puis ensuite, quand ils auront signé, il faut leur donner la copie du contrat et des actes qui sont concernés. C'est le minimum quand même, quoi. Ça fait un peu honte quand même de signer un contrat avec quelqu'un et de le cacher, non? Oui, il veut le cacher parce que sûrement on ne veut pas connaître l'étendue de... C'est les clauses. Voilà. Les clauses qui sont... C'est certaines clauses qui ne veulent pas que les consommateurs soient au courant, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas, en fait. Mais le problème avec ça, c'est que celui qui ne connaît pas ses engagements, comment il fait pour les respecter? C'est exactement ça. Non, je suis sûr qu'après cette émission, les banques vont changer. On va observer, les internautes nous diront. Dites-nous, faites-nous savoir, s'il vous plaît. Faites-nous savoir. Alors, pour rejoindre ce que je viens de dire, mes chers internautes, vous avez la possibilité alors, de nous envoyer en inbox ou en commentaire sous la capsule vos préoccupations. Voilà. Et Maître Camara, Sandrine et Edwige se chargeront de vous répondre avec plaisir. Tout à fait. Ou toute autre préoccupation, parce que nous mettons dans la peau du consommateur, du citoyen qui a des préoccupations sur des thèmes de droit, mais on ne sait pas toujours, parce qu'en réalité, nous sommes un cabinet d'avocats d'affaires, nous ne défendons pas beaucoup les consommateurs. C'est un péché, mais bon, on ne peut pas tout faire. En même temps, on crée du travail pour eux. Voilà. Donc, on ne connaît pas forcément vos préoccupations, donc on ne sait pas, on essaie de les deviner. Et bon, on est tombé sur ces thèmes-là qui me semblent vraiment d'actualité, d'après les retours qu'on a eus. Donc, faites-nous savoir. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission C'est le catholique. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.